Hello tout le monde. Dans la nuit du 24 août 1982, une femme est retrouvée à l'intérieur d'un coffre, ou plutôt d'une malle, au milieu de la forêt. Plus de 40 ans plus tard, son identité n'a toujours pas été trouvée. Et aujourd'hui, je vais vous raconter son histoire. L'histoire de la cheerleader dans la malle. Mais si vous êtes prêts à entendre cette histoire, éteignez les lumières, installez-vous confortablement, abonnez-vous, et commençons. C'était le mardi 24 août 1982. Un couple se promenait dans le Gambrill State Park, à Frederick, dans le Maryland, à la recherche de champignons. C'est un grand parc naturel où les sentiers de randonnée dépassent facilement les 30 km et mènent dans des bois sombres et denses. Pendant leur promenade, le couple de randonneurs tombe sur une vieille malle couverte de feuilles mortes et de branches, à quelques mètres dans le bas-côté d'un chemin de terre. Intrigués, ils décident de s'en approcher et d'aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. La malle est fermée par une serrure. Ils ramassent donc une pierre à proximité, avec laquelle ils brisent la tâche. La serrure cède, et ils parviennent à ouvrir la malle dans laquelle ils trouvent quelque chose d'absolument terrifiant. À l'intérieur se trouvent les restes d'un corps humain, quasi à l'état de squelette. Effrayés, ils s'enfuient et partent chercher de l'aide. Très peu de temps passe avant que l'alerte ne soit lancée. Les autorités arrivent sur les lieux, et la dépouille est transportée au cabinet du médecin légiste. Après un premier examen médico-légal, le médecin légiste pense que les restes humains ont séjourné dans la malle pendant plusieurs mois. Au moins depuis le printemps 1982, voire peut-être depuis bien plus longtemps, étant donné l'état de décomposition avancé du corps. Il estime au final que la personne est décédée entre 1972 et 1982, soit peut-être 10 ans avant sa découverte, sans toutefois pouvoir être plus précis. Les restes sont ceux d'une femme de type caucasienne, qui mesurait entre 1,57 m et 1,70 m. Elle avait des longs cheveux bruns foncés, fins, qui descendaient jusqu'aux épaules et qui étaient légèrement ondulés. Dans des rapports ultérieurs, la police a déclaré que ses cheveux avaient été teints et qu'ils étaient naturellement plutôt roux ou cuivrés. Aucun vêtement ou effet personnel n'a été découvert à proximité des restes humains. Seule une serviette rouge foncée, dans laquelle son corps aurait pu être enveloppé avant qu'il ne soit placé dans le coffre. Son âge a été estimé entre 17 et 45 ans. Une fourchette plutôt large, ce qui n'a pas vraiment facilité les recherches. Les enquêteurs décident de surnommer cet inconnu la cheerleader dans la malle. Vous comprendrez pourquoi cheerleader juste après. Suivant le médecin légiste, l'inconnu avait subi des soins dentaires importants et certainement coûteux tout au long de sa vie. Ces soins dentaires auraient été effectués par des étudiants en médecine dentaire, dès par les techniques des soins qui avaient été employées. Elle avait plusieurs plombages, un dent dévitalisé et 2 couronnes en or. Malgré ses soins dentaires, elle avait encore 2 dents de sagesse problématiques et qui n'avaient pas été enlevées, ce qui lui causait très certainement de fortes douleurs à la mâchoire. Les enquêteurs ont vu une lueur d'espoir dans son dossier dentaire plutôt particulier et ils ont commencé à croire et à espérer qu'ils pourraient l'identifier assez rapidement. Mais cela n'a malheureusement pas été le cas. Non seulement sa dentition était particulière, mais son squelette avait également des caractéristiques uniques. En fait, la jeune fille présentait une usure des articulations du bassin conforme à l'usure typique que l'on peut trouver chez les personnes qui pratiquaient des sports, comme la gymnastique par exemple, le patinage artistique, l'équitation, la course à pied, ou même le cheerleading, qui était très répandu aux USA chez les jeunes filles. Elle souffrait également d'une affection appelée spondylolyse. En simplifié, c'est une lésion ou une fracture au niveau des vertèbres lombaires. Cette pathologie peut se développer chez les enfants et les adolescents qui pratiquaient l'un de ces sports. Elle peut être totalement symptomatique ou provoquer des douleurs dorsales. Dans le cas de notre Jane Doe, il est très probable qu'elle avait connaissance de sa pathologie, parce qu'elle souffrait d'une forme de spondylolyse assez avancée et elle devait certainement souffrir de douleurs au dos. 2 indices donc. Les caractéristiques de son bassin, dont les articulations présentaient une usure particulière, et cette spondylolyse. Ces 2 éléments laissaient penser qu'elle aurait pratiqué un sport régulièrement. Et pourquoi pas le cheerleading, d'où le surnom de cheerleader donné par les enquêteurs.
Les pieds de l'inconnue présentaient également des signes particuliers, qui laissaient penser qu'elle portait souvent des talons hauts. Les radiographies montrent même qu'elle s'était cassé un orteil à un moment donné de sa vie. Son crâne est décrit comme un crâne présentant des caractéristiques typiques des peuples américains, ce qui signifie que sa famille était très probablement installée aux États-Unis depuis au moins 3 générations. Cela ne signifie pas qu'elle n'est pas née à l'étranger, mais simplement qu'elle a des parents, des grands-parents et des arrière-grands-parents issus des peuples américains. Elle a été alimentée normalement tout au long de sa vie et elle faisait probablement partie de la classe moyenne ou supérieure. Bien que sa colonne vertébrale a été endommagée par la pratique d'un sport, les experts ont déclaré en examinant ses os que la jeune fille ne devait pas être très musclée. Elle était même probablement assez mince. La cause de la mort de la cheerleader n'a pas pu être déterminée avec certitude, mais certains signes pourraient laisser penser à une mort par asphyxie. Les os de la mâchoire étaient cassés et l'une des vertèbres cervicales en haut du cou était couverte de sang coagulé. Si ces blessures pouvaient suggérer une mort par strangulation, elles ont également très bien pu se produire post-mortem. Après tout, elle avait été manipulée et enfermée dans une malle avec certainement des manipulations puissantes qui peuvent tout à fait causer des blessures, des traces ou des fractures post-mortem. Si la cause de la mort n'est pas certaine, ce qui est sûr en tout cas pour tout le monde, c'est qu'il s'agit bien d'un meurtre. Les enquêteurs ont suivi des centaines d'indices et des suggestions qu'ils ont reçus tout au long de leurs enquêtes. Toutefois, aucun de ces indices n'a permis d'identifier formellement la victime. Et comme c'est souvent le cas, la police a progressivement cessé de recevoir des informations jusqu'à ce que l'affaire soit classée sans suite. En 2012, un nouveau portrait robot de la cheerleader a été publié. Ce nouveau portrait robot montre une jeune femme d'une vingtaine d'années, contrairement au portrait robot de 1983, qui l'a montré plus âgée. Malheureusement, cette nouvelle publication n'a pas permis de faire avancer l'enquête. Toujours en 2012, le National Center for Missing and Exploited Children s'est saisi de l'affaire et a tenté d'extraire l'ADN de la dépouille de la cheerleader de la malle. Malheureusement, l'ADN extrait n'est pas suffisant ni d'assez bonne qualité pour pouvoir être séquencé. Le profilage ADN a donc malheureusement échoué. À ce stade, son dossier dentaire très spécifique et ses portraits robots sont les seuls espoirs de découvrir un jour qui est vraiment la cheerleader dans la malle. De nombreux autres portraits robots ont été diffusés par la suite, notamment celui du célèbre Carl Koppelman, qui a également traité de nombreuses autres affaires, dont celle de Walker County Jane Doe, et pour laquelle il a réalisé le portrait robot en 2013. D'ailleurs, le cas de Walker County a été résolu récemment. J'en ai déjà parlé sur ma chaîne italienne, et si vous le souhaitez, je pourrais également en parler ici. Dites-moi dans les commentaires si cela vous intéresse ou pas pour une prochaine vidéo. Un autre portrait robot amateur de la cheerleader a été publié en 2013. Le National Center a également modifié la tranche d'âge de l'inconnu pour la situer plus précisément entre 17 et 27 ans, après avoir déterminé qu'il était hautement improbable que la victime puisse avoir la quarantaine ou même la trentaine au moment de sa mort. Ils ont réévalué la date probable de sa mort et déclarent maintenant qu'elle aurait pu se trouver dans la malle depuis 3 ans avant sa découverte. Par conséquent, elle aurait pu être assassinée entre 1979 et 1982, et non depuis 1972, comme indiqué dans la toute première expertise médico-légale. Encore un autre portrait robot a été publié récemment, en 2020, mais à ce jour, il n'y a pas eu de nouveaux développements dans l'affaire, et on ne sait pas si les enquêteurs ont tenté de nouveau de prélever un échantillon d'ADN de la cheerleader. Cette affaire étant très populaire, de nombreuses théories ont émergé au fil des années sur la manière dont cette femme aurait pu vivre avant sa mort. Il existe tellement de théories sur cette affaire qu'il serait impossible de toutes les énumérer. J'en ai donc choisi quelques-unes, les plus logiques et les plus populaires à mon avis, et que je vais donc vous présenter. La théorie de la sportive professionnelle. En raison de l'usure de son bassin et de la pathologie lombaire, de nombreuses personnes ont supposé qu'elle avait pu pratiquer un sport de compétition, pendant son enfance ou son adolescence, peut-être même à titre professionnel. Comme nous en avons déjà parlé, quelques sports sont plus particulièrement ciblés, comme le patinage artistique, la gymnastique ou la danse. Ces hypothèses sont considérées comme les options les plus probables. Si c'était bien une sportive, cela signifie qu'elle a probablement eu des liens avec des événements sportifs et qu'elle aurait pu être en compétition avec d'autres personnes, voire avec des rivaux, qui peut-être auraient pu lui en vouloir. Une sous-théorie serait que la cheerleader dans la malle pourrait avoir fait de l'équitation. C'est un sport intense qui peut mettre à rude épreuve le système squelettique et les articulations des cavaliers, surtout pour ceux qui pratiquent des disciplines comme le saut d'obstacle ou le cross.
Le squelette de ces cavaliers est régulièrement malmené et après quelques années, il n'est pas rare de voir apparaître des souffrances des hanches et des lombaires, tout comme observé sur notre victime. La seule chose qui pourrait écarter cette théorie sont ses pieds. Le docteur J. Lawrence Angel, l'anthropologue qui a examiné son corps, a conclu qu'elle portait souvent des talons hauts. Quand ils sont portés souvent, les talons hauts modifient la structure osseuse des pieds car l'avant du pied est plus bas que le talon. Le tendon d'Achille se raidit ou s'atrophie, ce qui le raccourcit. Pour l'équitation, c'est exactement le contraire. Les cavaliers doivent mettre la pointe du pied dans l'entrier et les talons plus bas. Les tendons d'Achille des cavaliers sont généralement plus longs que ceux des personnes qui ne pratiquent pas l'équitation. C'est un contre-argument qui semble valide et qui éloignerait l'hypothèse d'une cavalière. Ni moins, il est possible de mitiger les avis et supposer qu'elle ait au final pu faire de l'équitation étant jeune et qu'elle ait pu porter des talons plus tard. Les lésions squelettiques sont permanentes, mais la forme et la longueur du tendon d'Achille peut changer au cours de la vie. Cette théorie tiendrait également la route. Cette théorie est directement liée à la précédente, ainsi qu'aux soins dentaires qu'elle a reçus. De nombreuses personnes ont souligné le fait que la cheerleader dans la malle aurait pu participer à des sports de compétition, ce qui peut rapidement être coûteux. Nous le savons grâce aux examens médico-légaux. Ces lésions squelettiques ne se sont pas formées rapidement en quelques semaines. Cela voudrait donc dire que la famille aurait financé ces activités sportives pendant au moins plusieurs années. De plus, le sport que nous avons évoqué était à l'époque plutôt pratiqué par les classes riches. Je pense notamment à l'équitation. Sur les soins dentaires, nous savons qu'ils ont toujours été coûteux, et c'est toujours le cas aujourd'hui, ce qui pourrait également suggérer que la jeune fille évoluait dans un milieu favorisé. Ainsi, au moins pendant plusieurs années, on peut imaginer qu'elle ait bénéficié d'une bonne stabilité financière et d'un accès à des soins dentaires de qualité, ce qui représente un coût, et donc la nécessité d'avoir des moyens financiers. Elle faisait un travail manuel. Cette troisième théorie va plutôt dans le sens inverse des deux premières. La blessure au lombaire pourrait également correspondre à des flexions répétées du dos. De nombreuses personnes ont émis l'hypothèse qu'au lieu de participer à des sports de compétition, elle aurait pu simplement travailler dans une usine, par exemple à un poste qui nécessite des mouvements répétitifs, ce qui aurait pu provoquer ces problèmes de lombaire. Cette théorie irait plutôt dans le sens où la victime aurait eu une vie modeste plutôt qu'aisée. Par ailleurs, il était courant à l'époque, compte tenu de la pénibilité du travail en usine, que des personnes décident de quitter soudainement leur emploi du secteur ouvrier, parfois même sans avertissement ou sans préavis. Cela pourrait donc également expliquer pourquoi sa disparition n'a jamais été signalée par ceux qui la connaissaient, par ses collègues de travail par exemple. Le fait que son traitement dentaire ait été effectué par des étudiants en médecine pourrait également s'inscrire dans cette théorie. En fait, il s'agit d'une option plutôt bon marché de nos jours, car elle permet d'accéder à un traitement souvent coûteux, de qualité, à un prix réduit. Elle était étudiante en dentisterie. L'autopsie a conclu officiellement que son traitement dentaire était conforme à celui pratiqué dans les écoles dentaires. Mais il est peut-être possible qu'elle ait été elle-même étudiante en médecine dentaire. Le fait de fréquenter une école de médecine ou d'être liée d'une manière ou d'une autre à l'une de ces écoles lui aurait peut-être permis de bénéficier des soins dentaires gratuits. S'il était étudiante en médecine dentaire, elle devait avoir dans son entourage une communauté de personnes qui la connaissaient. Et peut-être a-t-elle effectivement été portée disparue, mais dans un autre État des États-Unis. À l'époque, les informations et les signalements circulaient bien moins facilement entre les différents États par rapport à aujourd'hui. Elle était danseuse. Dans cette cinquième théorie, on pense qu'elle aurait pu être danseuse. La danse est un sport qui pourrait avoir provoqué l'usure des os de notre inconnue, et de nombreuses personnes ont émis l'hypothèse qu'elle aurait pu être danseuse exotique. Dans les années 1980, les danseuses exotiques étaient malheureusement beaucoup plus susceptibles de disparaître, d'être retrouvées sans vie. Sur divers blogs où ce sujet a été abordé, de nombreuses femmes, elles-mêmes danseuses exotiques, ont témoigné qu'il s'agissait d'un travail difficile, qui met le corps à rude épreuve. Elles ont également expliqué que dans ce domaine, il n'y avait pas non plus besoin de préavis pour quitter son travail. Et il était tout à fait normal que les femmes entraient et sortaient des clubs régulièrement, et parfois même sans jamais y revenir. Ne pas revoir une danseuse d'un jour à lendemain était tout à fait normal et habituel à cette époque. Si la théorie de la danseuse exotique était vraie, la disparition de notre Jane Doe n'aurait peut-être jamais été signalée par son employeur. Un autre point important au sujet des danseuses exotiques des années 1980 est la quantité de maquillage qu'elles portaient. De nombreuses personnes auraient pu la voir maquillée lors de ces représentations,
mais il est très probable que beaucoup ne l'auraient jamais reconnu sans le maquillage, notamment sur les portraits robots. Elle a été tuée par un chauffeur de camion. Il ne peut y avoir d'affaire de femmes retrouvées sur le bord de la route sans que la théorie du chauffeur de camion ne soit évoquée. La cheerleader dans la malle a clairement été mise dans cette boîte volontairement et été transportée en voiture ou en camion. Beaucoup de gens pensent qu'elle était originaire du Maryland en raison de l'endroit où elle a été retrouvée, mais cela ne veut absolument rien dire. Peut-être elle venait de beaucoup plus loin. Dans la ville de Frederick, dans le Maryland, il existe de nombreuses routes empruntées par les chauffeurs routiers et de nombreux relais routiers qui, comme nous le constaterons dans des autres cas, sont des zones plutôt dangereuses, où la traite des êtres humains et les crimes violents sont omniprésents. En fait, il est tout à fait possible qu'elle ait été tuée par un camionneur à plusieurs kilomètres du lieu de sa découverte, et qu'elle n'était abandonnée à cet endroit que bien plus tard. Cette théorie ouvrirait de nombreuses autres possibilités quant aux origines et à l'identité de l'inconnu. Elle pourrait être originaire d'un autre État des États-Unis. À ce stade de l'enquête, il est impossible de savoir d'où elle vient exactement, ni à quel endroit elle aurait pu être tuée. Le dossier médical de la cheerleader dans la malle étant tellement unique et particulier, il a été possible d'exclure 19 femmes portées disparues de la liste des correspondances possibles. Barbara McClure, Gina Hall, Andrea Coyle, Michelle Reidenbach, Sherry Everly, Susan Capel, Rachel Garden, Emma Vaughn, Anne Manchester, Mary Blee et Maureen Baca. Ces femmes ont été exclues de façon permanente des correspondances avec la victime. 4 autres exclusions ont été faites à New York. Il s'agit de Joanna Scrima, Valerie Kucha, Judith O'Donnell et Kathleen Darst. 4 femmes ont été également exclues des hypothèses dans le Maryland. Karine Anderson, Nancy Shawn, Betty Roberts et Zita Gutierrez. Zita Gutierrez était une correspondance potentielle par les utilisateurs de WebSlut en 2006, mais malheureusement, ces 2 dossiers médicaux ne correspondaient pas. Cette affaire a été largement discutée sur de nombreux forums en ligne, et de nombreuses personnes ont soumis ou proposé des dossiers des personnes disparues pour tenter de résoudre cette mystérieuse affaire. Certaines personnes ont été catégoriquement exclues, tandis que pour des autres, des doutes subsistent, et toutes ces hypothèses sont encore effectivement discutées et ne peuvent être définitivement écartées. Virginia Alice Welch avait 22 ans lorsqu'elle a disparu de Roanoke, en Virginie, en juillet 1982. Elle avait été reformée de l'armée pour des raisons médicales plusieurs années avant sa disparition et avait déménagé en Virginie avec un ami. Après être restée à Roanoke pendant quelques semaines seulement, elle a quitté la maison qu'elle partageait avec un colocataire en emportant un sac en plastique et n'est jamais revenue. Elle n'a pas été signalée comme disparue jusqu'à ce que la famille perde définitivement contact avec elle. Aucun indice ni aucune preuve n'existe concernant sa disparition et aujourd'hui, c'est devenu une affaire classée. Virginia Welch mesurait environ 1,70 m au moment de sa disparition et avait les cheveux bruns et les yeux bleus. Elle pesait environ 60 kg et avait 3 tatouages. Une rose sur son avant-bras droite, un colibri sur son sein gauche et un cobra sur sa cuisse gauche. Bien que Virginia Welch corresponde en de nombreux points à notre Jane Doe, il y a quelques différences importantes. Tout d'abord, Virginia a disparu au cours de l'été 1982, mais la cheerleader dans la malle était morte avant le printemps 1982. Virginia était aussi plus grande que notre Jane Doe et elle avait des cheveux bouclés, alors que la cheerleader dans la malle avait les cheveux lisses. Les empreintes dentaires de Virginia n'étaient pas disponibles et aucune comparaison dentaire n'a pu être faite. Il n'y a donc aucune preuve que Virginia Welch puisse être la victime retrouvée dans la malle. Ça reste seulement des spéculations. Lynn Burdick a disparu en Floride dans le Massachusetts en avril 1982, à l'âge de 18 ans. Elle a disparu du magasin où elle travaillait comme vendeuse et elle a été entendue pour la dernière fois sur son lieu de travail. Alors qu'elle était en train de se disputer avec son cousin au téléphone, elle mit à fin la conversation en lui disant qu'elle devait servir un client. Plus tard, dans la journée, le magasin a été retrouvé complètement abandonné et les affaires de Lynn ont été retrouvées à l'intérieur du magasin. La caisse enregistreuse avait été vidée et on pense que Lynn a probablement été kidnappée. Elle pourrait avoir été enlevée et tuée. Lynn Burdick mesurait environ 1,62 m et pesait 52 kg au moment de la disparition. Elle avait des longs cheveux bruns et des yeux bleus et portait des lunettes.
Si Lynn est toujours en vie, ce qui est peu probable compte tenu de la dynamique de sa disparition, elle aurait eu 51 ans en 2022. Lynn pourrait en fait être notre Jane Doe, en raison de sa taille, de la date de sa disparition, de sa tranche d'âge et de sa description physique. Elle a été présentée aux enquêteurs comme une correspondance potentielle, mais on ne sait pas si leurs dossiers médicaux ont été comparés. Beaucoup de gens pensent qu'elle pourrait être l'inconnue retrouvée à l'intérieur de la malle. Anne Lillian Regan a disparu de son domicile en mai 1982 à Harrisburg, en Pennsylvanie, à l'âge de 25 ans. Malheureusement, à ce jour, peu de détails sur son cas sont disponibles. Elle mesurait 1,60 m et pesait 47 kg au moment de sa disparition. Elle avait des cheveux bruns, des yeux bleus, et présentait une ancienne fracture de la clavicule, consolidée et guérie au moment de sa disparition. Elle aurait 65 ans en 2022. Son âge, sa taille et la date de sa disparition pourraient tout à fait correspondre à notre cheerleader dans la malle. En particulier la forme de son visage. En fait, la cheerleader avait très probablement un visage rond, d'après la forme de son crâne, tout comme celui de Anne Regan. De nombreux enquêteurs amateurs pensent qu'il pourrait s'agir d'une correspondance parfaite, en raison de toutes ces similitudes entre les deux femmes. Anne a été présentée aux enquêteurs comme une potentielle correspondance, mais on ne sait pas si les dossiers médicaux ont été comparés ou non. Judith Ann Cartier avait 17 ans lorsqu'elle a disparu d'une fête à Chelmsford, dans le Massachusetts, en juin 1982. Ni elle ni son véhicule n'ont été retrouvés. La famille de Judith a également déclaré que la jeune fille avait déjà été impliquée dans des activités criminelles, à plusieurs reprises, et que peu avant sa disparition, elle avait peur d'un collègue de travail dont l'identité n'a pas été partagée. Judy mesurait 1,65 m et pesait 65 kg au moment de sa disparition. Elle avait des cicatrices sous le menton et sur le poignet gauche, et un grain de beauté sur le mollet droit. Elle avait de longs cheveux bruns et des yeux bruns. Si elle était en vie aujourd'hui, elle aurait 51 ans. Marcia Estelle Remick a disparu de Virginia Beach, en Virginie, à l'âge de 17 ans, en juin 1979. Elle a dit à sa colocataire qu'elle allait à la plage pour voir l'océan, mais elle n'est jamais revenue. Comme elle n'avait pas de voiture, elle faisait souvent de l'autostop, ou bien elle pouvait marcher jusqu'à la plage. Elle a probablement été kidnappée et tuée. Marcia mesurait 1,80 m et pesait 49 kg au moment de sa disparition. Elle avait des cheveux bruns et des yeux verts. Ses oreilles étaient percées et elle avait un grain de beauté sur le coude. Si elle était encore en vie, elle aurait 59 ans aujourd'hui. Mary Cook Spencer a disparu à Frederick, dans le Maryland, en mars 1981. Elle avait 26 ans. Elle a disparu lors d'une journée de shopping et sa Mercedes a été retrouvée sur le parking d'un restaurant abandonné avec les clés encore sur le contact. Elle venait de se marier et n'avait aucune raison de disparaître de son plein gré. Son cas est classé comme un cas de personne disparue, potentiellement en danger. Marie mesurait 1,67 m et pesait 63 kg au moment de sa disparition. Elle avait les cheveux et les yeux bruns et portait des lunettes. Ses oreilles étaient percées. S'il était encore en vie, elle aurait 68 ans aujourd'hui. En conclusion, à ce jour, il n'y a pas beaucoup d'informations sur l'affaire de la cheerleader dans la malle, et le peu d'informations dont disposent les enquêteurs sont le résultat des théories et des suppositions basées sur le squelette de la victime et sa dentition. Mais même à ce sujet, il y a une multitude de théories, et peut-être que nous sommes encore bien loin de la vérité. Le cas d'une personne retrouvée morte et qui n'a pas été identifiée, près de 40 ans après, est toujours triste à entendre. Mais il l'est d'autant plus lorsque le meilleur outil d'identification qui soit, l'ADN, n'est pas disponible et qu'il n'y a aucun moyen d'identifier formellement la victime. Et c'est ainsi que l'histoire de la cheerleader dans la malle se termine, sans nom ni coupable.